Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. On s'est un tout petit peu déplacé de notre cadre habituel. Nous sommes en dehors de nos studios parce que nous sommes venus à la rencontre des jeunes regroupés au sein d'une structure dénommée Groupe stratégique des jeunes pour le développement. Et ce soir, nous recevons son coordonnateur, le coordonnateur de cette structure. Merci de recevoir avec moi David Chiswaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Vous êtes coordonnateur donc du groupe stratégique des jeunes pour le développement, mais également aussi un président de la Ligue de jeunes de l'UDECO. Exactement. Un petit rappel, pourquoi être parti de l'UDECO? Nous sommes partis de l'UDECO tout simplement parce que nous estimions qu'à un certain moment, la vue de l'UDECO par rapport aux perspectives d'avenir portées par la jeunesse au sein des partis n'arrivait plus à se mettre ensemble justement avec l'action que nous menions au sein des partis. Et ceci nous a amené tout simplement à réfléchir avec les hautes instances du parti pour voir si on pouvait arriver à accorder nos violons. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et donc, la décision de notre part de partir des partis. Jeune politicien et déjà instable, pas très bon quand même. Il ne faut pas considérer les faits de partir parce qu'au fait, les vues ou sinon la vision ne s'accorde pas, mettre ça dans le compte de l'instabilité politique. Je pense qu'à un certain âge, il est d'ailleurs conseillé de pouvoir travailler à la recherche de la stabilité. Parce que cette stabilité, nous l'avons besoin en vue de pouvoir justement voir comment demain, une fois stabilité retrouvée, voir comment faire avancer les choses. Mais vous pouviez travailler sur cette stabilité tout en restant au sein de l'UDECO. Nous avons essayé malheureusement, madame, mais ça n'a pas marché. Vous étiez impatient quand même. Il vous souviendrait que toute l'action de l'Union pour le développement du Congo était essentiellement basée sur la jeunesse, donc nous avions les privilèges de diriger, mais à partir du moment où la vision politique ne cadrait pas avec ceux qui tiennent l'action du parti, je crois qu'au-delà des efforts que nous avons conjugués et de la discussion que nous avons eue le 22 juin de l'année en cours avec le président national du parti, de 15h à 20h, pour pouvoir justement arriver à trouver un terrain d'entente du point de vue de la vision que nous incarnions sur l'action que nous menions au parti, avec les instances du parti. Nous avons estimé qu'il était tout à fait indiqué de pouvoir quitter les partis parce que la vision n'arrivait plus à se mettre ensemble. Et quelque temps après, vous devenez coordonnateur d'une structure qui coexistait déjà pendant que vous étiez dans la Ligue de jeunes de l'UDECO ou comment? Exactement. La structure, pour votre information, peut-être que beaucoup ne le savent pas. Surtout pour le public. Hein, qui a exactement. Peut-être que beaucoup de jeunes ou les publics ne le savent pas. Je dois vous informer que le groupe stratégique des jeunes pour le développement est créé en 2012. Et lorsque ce groupe est créé, il est en même temps créé avec les présidents de l'UDECO. Disons, l'ex-président de l'UDECO, Jean-Claude Massangou, parce que lui aussi a démissionné du parti un mois après nous, un peu pour se mettre d'accord avec ce que nous décrions déjà à l'époque. Hein, voilà, donc le groupe stratégique des jeunes pour le développement existe depuis 2012 et ça a été créé ensemble avec M. Jean-Claude Massangou Moulongo. Donc c'est lui qui travaille avec vous, il est l'autorité morale de ce groupe, puisque vous en êtes le coordonnateur, lui en est le... Non, donc derrière David Chiswaka se cache au fait Jean-Claude Massangou. Non, nous ne l'avons pas appelé autorité morale. En son temps, nous l'appelions parrain de la structure. Aujourd'hui, ça n'a pas véritablement changé, mais je dois aussi avouer que depuis un certain moment, nous constatons quand même les silences de la part du parrain vis-à-vis de la structure. Surtout quand les jeunes refusent de se rapprocher du parrain, est-ce que vous l'avez approché pour savoir pourquoi ce silence? La dernière fois que j'ai eu le gouverneur honoraire de la Banque centrale au téléphone, c'est avant-hier, c'est-à-dire le 3 de ces mois, donc il y a à peine 24 heures. Donc il n'est pas si silencieux que ça quand même. Je suis parti vers lui
Donc pour dire que nous ne sommes pas si silencieux que ça. D'accord. Alors, est-ce que comme structure, comme groupe, comme organisation, vous vous sentez plus proche des mouvements citoyens ou d'un parti politique? Non, on ne se sent pas plus proche des mouvements citoyens, nous nous sentons plutôt proches des politiques parce que les GSJD se veut être un mouvement à vocation plutôt politique que société civile. Donc vous êtes plus en mutation On peut dire d'une ça comme ça. ASBL à un parti politique que vous attendez. Exactement, nous sommes à vocation politique et ça ne serait pas faux que demain les groupes stratégiques des jeunes pour le développement deviennent carrément un parti politique. Et vous serez ipso facto devenu le président de cette structure, en tout cas vous ambitionnez. Les statuts du groupe stratégique des jeunes pour le développement, même s'il faut que ça devienne un parti politique, ne veut pas que je devienne ipso facto, comme vous dites, le président national de ce parti-là. Je crois que l'Assemblée générale du groupe stratégique des jeunes pour le développement est l'organe suprême de notre structure. Elle s'assiera, elle va siéger pour pouvoir lever les options quant à la présidence si jamais demain on doit devenir un parti politique. On passera en revue l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Mais en tant que jeunes, des voix se lèvent déjà pour appeler à ce rajeunissement de l'espace politique. Votre conception de ce concept que d'aucuns trouvent assez controversé, rajeunissement pour vous veut dire faites partir tous les vieux et que vous les jeunes puissiez le remplacer, ou c'est comment d'après vous? Rajeunissement pour le groupe stratégique des jeunes pour le développement signifie changement des usages. Parce que quand on parle du renouvellement de la classe politique, il ne faudrait pas que cela se comprenne comme faire partir les vieux pour les remplacer par forcément les jeunes. Ici, pour nous, nous estimons qu'il ne devrait pas y avoir des générations spontanées. Les générations se préparent. Et donc, la jeunesse étant plutôt un état d'esprit, nous estimons plutôt qu'il faut renouveler, il faut changer les usages à la place des visages. C'est-à-dire comment procéder, comment changer les usages? Il y a de vieux, il ne faut pas qu'on se leurre. Il y en a qui sont en politique depuis 50 ans, qui sont ministres, qui sont députés, qui occupent des positions dans l'appareil étatique depuis des années. Comment faire changer cela? Il faut faire si changer... ce n'est pas par une pression comme le demandent certains, démissionner et puis laissez-nous prendre vos places. Ils vont jamais démissionner. Il ne faut pas non plus qu'on rêve. Ils ne vont jamais démissionner parce qu'ils ne l'ont pas fait depuis tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont démissionner. Par contre, nous estimons que la voie électorale est la voie la plus indiquée pour que nous, jeunes, aussi bien en âge mais en esprit également, puissions aller vers nos amis, frères et sœurs jeunes qui sont au fait majoritairement électeurs pour pouvoir les amener à comprendre que nous devons renouveler la classe politique. Et nous ne pouvons pas renouveler la classe politique si nous n'usons pas déjà du pouvoir que nous avons de se choisir nous-mêmes les dirigeants de notre pays. Donc, à partir des élections, nous pouvons arriver en se conscientisant nous-mêmes jeunes pour que nous puissions voter pour des jeunes en âge, en esprit, pour pouvoir justement espérer les déclenchements du renouvellement de la classe politique. C'est vrai qu'il y a ce côté élection, mais il y a ce côté également au niveau de vos partis. Il y a des postes à mandat nominatif. Pourquoi, d'après vous, dans vos différents partis, on n'arrive pas à propulser les jeunes? Par exemple, aujourd'hui, le seul mandataire qu'on ait, mandataire jeune, c'est par exemple Constant Moutamba au niveau de la SCTP. Et vous qui êtes si proche du RAI, si proche de la majorité, pourquoi au niveau de vos partis, au niveau de vos regroupements, de votre plateforme, on n'arrive pas à promouvoir cette jeunesse ou ces jeunes, même en les nommant? Vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous pensez? C'est une situation qui nous inquiète. Je crois que nous pensions tous un peu de la même manière, les jeunes qui sont soit de la majorité présidentielle, les jeunes qui sont soit proches du chef de l'État comme nous, et même les jeunes qui sont dans les partis de l'opposition et même proches des ténors de la société civile. C'est la situation qui prévaut un peu dans toutes ces formations politiques et associatives.
Et donc, je crois qu'il faut que les jeunes, nous arrivions à prendre conscience pour essayer de faire comprendre à nos aînés, à nos papas et à nos grands-papas qu'aujourd'hui, les avocats sont pratiquement les jeunes, les médecins dans les hôpitaux sont des jeunes. Ça fait des années, vous venez de le dire, ils ne comprennent pas ça de cette façon, hein, ils ne vont pas changer. Hein. Bon, je pense qu'il faut des cadres permanents, il faut des cadres permanents de discussion pour arriver, même à l'usure, ils peuvent arriver à comprendre la nécessité plutôt de l'avenir de la nation que aujourd'hui, parce que comme on dit en français, lorsqu'on grandit, lorsqu'on prend de l'âge, on n'a plus d'avenir, on n'a que des souvenirs. Donc ici, on est devant une classe politique qui date des 57 ans, depuis l'indépendance, qui aujourd'hui n'a que des souvenirs. Qui est quand même mieux outillé que les jeunes d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nos vieux, moi j'ai quand même la grâce d'assister aux différents débats, surtout à la Chambre haute du Parlement. Tu sens qu'il y a une nette différence. Tu sens l'expertise, tu sens l'expérience par rapport aux jeunes qui sont plus dans le matuviste, qui sont plus dans le show, et qu'en profondeur, vraiment, il n'y a rien. C'est aussi ça. Madame, pour que Papa Kengo Adondo, le président du Sénat congolais, ait l'expérience qu'il a, il a commencé comme nous. Il a commencé quelque part et il a eu des gens qui l'ont encadré, qui l'ont orienté pour qu'aujourd'hui il puisse avoir l'étoffe qu'il a. C'est pour ça qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et imaginez-vous qu'il n'y ait pas de préparation derrière, qu'adviendra-t-il de l'avenir de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, les jeunes que nous sommes des avocats, nous sommes des médecins, nous sommes des conseillers dans des cabinets politiques, nous sommes des conseillers à la présidence, nous sommes des conseillers à la primature et partout ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que ceux qui ont plutôt des souvenirs comprennent qu'il faut maintenant passer ces souvenirs à ceux qui ont de l'avenir pour que nous puissions les servir d'encadrement et d'orientation. Vous devez également prouver que non, vous êtes à la hauteur. Je viens de vous dire que nous sommes les conseillers, nous sommes leurs conseillers, nous sommes leurs médecins. Quand ils sont malades, c'est ces jeunes-là qui les soignent. Et donc, à partir de là, je crois que la question liée aux compétences des manières foncières ne se pose pas, mais plutôt la question liée à l'encadrement, à l'orientation, nous sommes d'accord. Le problème aussi, c'est la méritocratie. Nous sommes de cette génération, de ces jeunes-là, issus de la génération Chancelo Kopamba. C'est un peu ça, et que quand il s'agit de mettre son expertise pour la nation, c'est un peu compliqué par rapport à la jeunesse aussi. C'est ça, et on le paye cash, surtout dans la sphère politique. Je crois que c'est des situations, à mon avis, à mon sens, qui ont été à certains points de vue entretenues. Mais je vous donne l'exemple du groupe stratégique des jeunes pour le développement, notre mouvement. Nous avions compris cela et depuis 3 ans, nous travaillons efficacement dans l'accompagnement de l'éducation au niveau de la République pour justement essayer d'échanger la donne en vue de l'avenir de notre pays en organisant depuis 3 ans une célébration dénommée Célébration Naju Diplôme en partenariat avec la fondation, une fondation ivoirienne dénommée Fondation Raison d'y croire. Donc nous organisons cette célébration qui a pour objectif de pouvoir mobiliser un certain nombre de bourses d'études au niveau aussi bien international que local, afin de les octroyer gratuitement, s'il vous plaît, aux meilleurs lauréats de la République démocratique du Congo, de manière à les permettre d'étudier dans les conditions qu'il faut, et pour que demain, ces jeunes-là puissent être utiles à la République et n'est pas plutôt se baser sur Chancelo Kopamba. Vous avez le groupe stratégique des jeunes pour le développement et Dadi Chiswaka. Vous avez décidé de travailler aux côtés de Joseph Kabila. Alors je veux poser cette question qui est également l'intitulé d'un livre d'une célèbre personnalité de notre pays. Alors pourquoi vous avez choisi de travailler? Pourquoi vous avez choisi Kabila? Nous avons choisi Kabila tout simplement parce que il a été et il est porteur d'un espoir chez les jeunes. Et cet espoir devrait être entretenu. Et là, vous parlez de Kabila de 2001, de 2006 ou de 2016? Je parle de Kabila parce qu'il n'a pas changé, il s'appelle toujours Kabila. Ouais, il a pris de l'âge après. De 2001, il avait 29 ans. 2016, maintenant, là, il est dans le 45. On veut juste savoir, il est porteur il est toujours jeune. Okay. Il est toujours jeune. On n'a pas un écart d'âge de 10 ans avec lui. En temps normal, c'est un ami. C'est un collègue.
Voilà, il est toujours jeune, il n'a pas changé, il s'appelle toujours Joseph Kabila Kabange. Donc nous disions que nous l'avons choisi parce que dès son accession au pouvoir à aujourd'hui, il est porteur d'un espoir. Mais par contre, nous estimons qu'il faut, au-delà du fait qu'il soit choisi par la majorité des Congolais comme président de la République et par conséquent les garants du bon fonctionnement des institutions de la République, qu'il faille l'accompagner de manière à pouvoir entretenir cet espoir dans les chefs de la jeunesse congolaise qui constitue environ 68% de la population congolaise en vue que nous puissions pousser son action pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt de la nation congolaise. Parce qu'un président de la République, au-delà d'être élu, il a besoin d'être accompagné. Et étant de l'esprit républicain, nous nous sommes trouvés dans l'obligation de pouvoir l'accompagner, d'autant plus qu'il a la confiance de la majorité du peuple congolais, de manière à entretenir cet espoir dans l'action qui devrait être menée pour répondre aux desiderata de la population congolaise. Et vous pensez que vous ne l'avez pas fait ces 16 dernières années? Vous ne l'avez pas accompagné ou pas assez accompagné? On n'est jamais satisfait lorsque il y a encore des choses à faire. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Lui-même l'a toujours dit. Lui-même l'a toujours dit. Ce n'est pas entre les 5 chantiers et la révolution de la modernité, on se dit, mais bon. Non, madame, vous savez, dans un chantier, ce n'est pas parce que vous aviez voulu qu'on mette des fenêtres, qu'on a commencé par les crêpsages, que vous dites que rien n'est fait, que vous dites que la maison ou la construction n'avance pas. Non, il y a des choses qui ont été réalisées, je dirais même avant son élection, parce que n'oublions pas que lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, les pays étaient émiettés en 4. Donc il a ramené la réunification de la République. Avec le concours des autres, arrêtez de penser qu'il était le seul. Si les autres aussi n'y avaient pas mis leurs siens, on n'allait pas avoir cette réunification. Donc il y a Bemba qui a essayé de mettre sa part, il y a eu Rouberois, il y a eu tout ce monde-là. Vous savez qu'il y a... Ni t'étais cela et on ne parlerait pas de cette réunification. Vous savez qu'il y a aussi son père, l'effet Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui lui n'avait pas tout de suite opté pour la voie qu'a opté le président Joseph. Est-ce qu'il avait vraiment le choix à l'époque? Bon, on ne va pas revenir sur ça, on peut parler de ça. Est-ce qu'il avait le choix à l'époque? Non, mais je pense qu'il avait les choix. Parce que la reconnaissance internationale était au pouvoir de Kinshasa. L'armée, la police, la Banque centrale, tout ça, les institutions de la République étaient avec Joseph Kabila. Et le président de la République, Joseph Kabila, était celui qui répondait vis-à-vis de la communauté internationale quant à la République démocratique du Congo. Il avait les choix, comme l'avait son défunt père. Mais au-delà de ça, il a opté plutôt pour réunifier les pays, mettre les peuples congolais ensemble pour que celui qui est à Kinshasa se retrouve en Bandaka sans problème, pour que celui qui est à Kinshasa se retrouve à Kisangani, à Goma, comme c'est le cas aujourd'hui. Il l'a fait. Aussi, nous avions un budget en 2001 de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine les 10 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu, mais ce qui est à noter, c'est que nous avons... Avec un faible taux dans l'exécution, mais bon, on y va. Ce qui est vrai, ce que nous avons avancé. Nous avons fait du chemin. Nous partions à Kassangoulou. Pour un aller-retour, on mettait 4-5 jours. Aujourd'hui, je peux faire 3, 4, 5 allers-retours sur Kassangoulou. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées, mais... Il y a également les Bukangalonzo, il y a l'hôpital du cinquantenaire. Il y a eu tellement de choses qui ont été réalisées qui ressemblent aujourd'hui à des éléphants blancs, mais qu'on met toujours dans l'actif ou dans le passif de la personne que vous accompagnez, du président. Il y a énormément de choses qui ont été faites aujourd'hui. Le fait que la République... de la mauvaise façon aussi, il faut le reconnaître, comme Bukangalonzo, comme l'hôpital du cinquantenaire, 100 millions de dollars pour construire un hôpital qui au final ne sert pas vraiment à la population. C'est également des choses qui ont été faites, mais très mal faites. Donc pour vous, ceux qui se soignent aujourd'hui à l'hôpital du cinquantenaire sont à déduire
de la population congolaise. Ils sont moindres que ceux qui se soignent à l'hôpital Mamaemo, à l'hôpital, aux cliniques universitaires. On pouvait bien affecter cela à la réhabilitation de différents hôpitaux. Hein. Kinshasa, mais ces hôpitaux, jusqu'à preuve du contraire, fonctionnent, ils n'ont pas fermé. Dieu seul sait combien ils font, comment ils fonctionnent, avec quel matériel. Hein. Il faut faire un tour à l'hôpital général. Faites plutôt Mais je vous laisse continuer. Faites plutôt les tours avec vos caméras, c'est vous qui êtes journaliste. Voilà pourquoi je vous dis, faites un tour en tant que journaliste. Si on avait quand même mis à profit cet argent pour outiller, réhabiliter ces hôpitaux, ça allait peut-être mieux servir la population que d'investir à ce qui s'apparente aujourd'hui à un éléphant blanc. Mais madame, ces hôpitaux fonctionnent. Et à l'hôpital des Cinquantenaires, j'y étais encore il y a 2-3 jours pour sortir les corps d'une tante d'un ami. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens se soignent, les gens vont se faire examiner dans cet hôpital. Et il va également plutôt sans dire qu'il y a énormément quand même des choses qui ont été faites. Mais je ne suis pas ici pour contredire les chefs de l'État quand lui-même estime que beaucoup reste à faire au-delà de ce qui a été fait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'usure par rapport à ceux qui sont politiques depuis des années. Est-ce que pourrions-nous parler également de l'usure par rapport à ce qui concerne Joseph Kabila? 16 ans, ça commence à faire trop. Il est à ce stade de l'usure quand même. Mais avec Joseph Kabila, on ne peut pas parler de l'usure. J'ai parlé de l'usure pour ceux qui nous gèrent depuis 57 ans. 16 ans, on n'est pas encore atteint le niveau de l'usure. Non. Avec Joseph Kabila, il faut parler plutôt de la remise et reprise qui devra y avoir lieu entre lui et les présidents entrants lorsqu'il y aura des élections. C'est tout simple. Et l'avenir... Donc vous vous inscrivez en faux par rapport à ceux qui pensent que Joseph Kabila doit se représenter. On doit avoir un référendum pour qu'il puisse briguer à remplir d'autres mandats. Non, vous n'êtes pas partisan de ça. Au mois de février, le président de la République, lors de son discours, son dernier discours en tout cas, sur l'état de la nation, il nous a tous répondu à cette question pour dire que son avenir politique, son avenir à la tête du pays, est lié et scellé constitutionnellement. Les discussions à partir de là ne se posent pas et ne devraient pas se poser. Joseph Kabila, il est président de la République jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes en plein processus électoral, nous aurons des élections. Un président en glissement, à l'issue de ces élections, il y aura la remise et reprise entre les présidents sortants et les présidents entrants. Il n'y a pas de discussion. Justement, parlons de ces élections, parce qu'en disant qu'il est président, mais il bénéficie quand même des glissements, des avantages de la non-organisation des élections en 2016. Et Dieu seul sait quand est-ce qu'on organisera ces élections. D'après vous, quel doit être le bon moment, le bon timing pour avoir des bonnes élections qui seront effectivement apaisées et crédibles au pays? Non, cette question, elle devra être posée à la Commission électorale nationale. En tant que groupe qui va devenir d'ici la partie politique, on réfléchit. Est-ce que vous ne réfléchissez pas sur ça? Je suis d'accord avec vous que nous devons réfléchir. Mais nous ne devons pas réfléchir sur des matières qui sont scellées. L'organisation des élections relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante, parce que vous savez que les élections sont une matière éminemment technique. Et de ces faits, la prérogative exclusive revient à la Commission électorale nationale indépendante. Et nous, on ferme les yeux, on dit amen à tout ce que la CENI va dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez de glissement. Il n'y a pas de glissement. La Constitution de la République dit que les présidents de la République cessent de l'être lorsqu'il y a remise et reprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les présidents de la République, étant consensuels, garants du bon fonctionnement des institutions de la République, convoquent en 2013 les concertations, parce qu'il y avait des problèmes. Et l'année dernière, il y a les discussions de l'Union africaine. Ensuite, il y a des discussions directes de la CENCO, laquelle CENCO avait reçu de la part du président de la République la mission de pouvoir élargir les cercles avec les concertateurs, pour ceux qui n'avaient pas pris part aux discussions de l'Union africaine. Et ces discussions aboutissent à la signature de l'accord de Saint-Sylvestre.
dans lesquels accords il est bien dit que lorsque nous arriverons en décembre 2017 et qu'il y ait encore des pesanteurs qui ne nous permettraient pas d'avoir des élections, la tripartite née justement de cet accord, CENSA, gouvernement et la Commission et la CENI, se mettront ensemble pour pouvoir proposer à la nation un délai assez raisonnable pour la tenue effective des élections. Et donc, de ces faits, je crois qu'il ne nous revient pas à nous ici de dire quel est le délai qui soit assez raisonnable, au-delà du délai que tous nous attendons au travers du calendrier électoral. Si vous ne réfléchissez pas sur la question, certains partis politiques réfléchissent sérieusement. À l'UDPS par exemple, lors de la dernière conférence de presse de Félix Tshisekedi, on estime qu'on peut avoir les élections plus tard en juin 2018. C'est possible, c'est ça aussi le rôle, ils réfléchissent. Il ne faut pas comme vous, ils ne se fient pas seulement à la CENI, hein, ils réfléchissent. Mais madame, vous devrez en faire autant. Qu'est-ce que l'UDPS a dit qui n'était pas dit déjà à l'Union africaine? Vous n'avez pas entendu parler d'avril 2018 à l'Union africaine? L'UDPS ajoute même 2 mois. Rien n'est nouveau dans ce que l'UDPS dit. Mais au moins il propose, vous fiez, vous êtes là, vous venez de nous dire que vous fiez à ce que la CENI va vous dire. Bon, madame, l'UDPS ne propose absolument rien. Est-ce que c'est moi qui dois encore... Mais est-ce que c'est moi qui dois encore vous informer que la majorité présidentielle a signé l'accord du Saint-Sylvestre sous réserve, tout simplement parce que la majorité présidentielle estimait que les délais proposés à l'Union africaine étaient plus ou moins des délais prouvables par les experts, aussi bien de l'OIF, de la SADC, de la CENI ici chez nous, qui proposaient des élections vers avril, juin 2018. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes avec Kamwena Nsapou, il y a eu des problèmes à gauche, à droite, qui font que la Commission électorale nationale indépendante, tenant compte de tout cela, tenant compte du début des opérations d'enrôlement au Kasaï, mais également de la diaspora congolaise, nous propose, nous attendons la proposition du calendrier électoral. Tout ce dont nous pouvons dire dans notre réflexion, c'est de dire... Ah oui, parce que maintenant, là, vous commencez à réfléchir. Nous avons toujours réfléchi, madame. Nous avons toujours réfléchi. La réflexion, elle ne doit pas se substituer à ceux qui ont la prérogative de nous proposer, de nous ramener aux élections. Nous réfléchissons, nous disons la meilleure réflexion possible, c'est de pouvoir, en amont, travailler déjà, s'est préparé déjà à affronter ces élections, qu'à passer son temps à se divertir ou à vouloir se substituer à la Commission électorale nationale indépendante. Mais à réfléchir également pour que ces élections se tiennent dans un meilleur délai, parce qu'on est déjà au-delà du mandat. Certains réfléchissent toujours en disant pour avoir des bonnes élections au pays, et comme du côté de la majorité, l'actuel président a montré quand même... pour certains, sa mauvaise foi en refusant d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, il faudrait qu'on prépare ces élections sans Joseph Kabila. Est-ce qu'ils vous ont dit, parce qu'ils réfléchissent... Ils réfléchissent, ils font mieux que vous, ils réfléchissent. Parce qu'ils réfléchissent, ils vous ont dit comment ça va être possible d'avoir ces élections. Comment ça a été possible en 2001? Comment est-ce que Joseph Kabila est devenu président de la République en 2001? Il était déjà président de la République. En 2001, c'était après la mort de son père. Comment est-ce qu'il y avait un document? Expliquez-nous, il y a des mécanismes. Il était déjà comment on est arrivé à faire le 1 plus 4 ici dans ce pays? Non, on est un pays où on innove. On réfléchit beaucoup, on peut trouver un mécanisme. Joseph Kabila était déjà président de la République. Et puis, vous devez savoir, madame. Il était déjà président de la République en 2001, avant qu'il ne le devienne. En 1960, lorsque Lumumba s'est bat pour doter à ces pays l'indépendance, pour amener ces pays à son accession à la souveraineté nationale, il répondait ainsi aux aspirations du peuple congolais à l'époque qui en avait marre avec la politique du colonialiste. Joseph Kabila, 57 ans ou 50 ans, 49 ans avant, se retrouve en face d'une population qui n'a jamais du tout expérimenté à ce qu'on appelle la démocratie, si elle doit se définir comme les pouvoirs du peuple par les peuples et pour les peuples. Et donc il fallait
amener les rêves à la réalité, Joseph Kabila nous amène des élections dans ce pays. Je crois que aujourd'hui la jeunesse congolaise que nous représentons n'a pas besoin des élections pour des élections. La jeunesse congolaise, elle a besoin des élections apaisées, crédibles, mais alors des meilleures élections, tirant les leçons des élections de 2006 et des élections de 2011. C'est cela que Joseph Kabila veut terminer, parce que vous dites vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir des élections, les troisièmes élections, qui vont être pires que des élections de 2006 et 2011? Et rien ne nous garantit que ça sera mieux que les précédentes. Mais parce qu'on y travaille. Oh, il n'y a rien de nous rassure avec une CENI déjà contestée. Parce qu'on y travaille. Il y a les prémices, il y a les germes des contestations qui sont déjà là. Madame, allez poser la question de l'UDPS, parce que l'UDPS est représenté au bureau de la CENI. L'UNC, par exemple, ils sont représentés au bureau de la CENI. Les MLC sont représentés au bureau de la CENI. De quoi est-ce qu'on veut parler, madame? Qu'à cela nous tient, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ces élections, si ça prend 10 ans, 5 ans, 20 ans, ça sera mieux que les précédentes? Si ce n'est pas mieux, nous les jeunes, nous poserons la question à l'UDPS, nous poserons la question au MLC, nous poserons la question à l'UNC. C'est pas l'UDPS qui organise les élections, c'est quand même le gouvernement. J'ai dit que nous leur poserons des questions parce qu'ils sont représentés au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est la CENI qui organise les élections. Le gouvernement accompagne. Le gouvernement accompagne du point de vue financier et logistique. Et la CENI reste les seuls à organiser, ou la seule organe compétente indiquée dans l'organisation des élections. Et je vous rappelle que ces trois partis politiques qui aujourd'hui se disputent les leaderships de l'opposition sont représentés dans les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Toujours dans leur réflexion, parce qu'on va très bientôt terminer, l'UDPS, parce que vous avez quand même cité ce parti, et moi d'ailleurs, suggère que d'ici le 31 décembre, Joseph Kabila doit partir. S'il ne part pas, l'UDPS, le peuple va instaurer un nouvel ordre ici, en République démocratique du Congo. Est-ce que devrons-nous déjà redouter des affrontements ici au pays d'ici le 31 décembre? Non, je crois que l'idée, c'est pas qu'on entre dans les jeux des redoutés. Est-ce que non? La psychose est réelle, hein? Elle est là. L'idée ici est au fait d'observer la culture de paix qu'incarne Joseph Kabila depuis son accession au pouvoir. Et c'est cet esprit de paix que nous devons entretenir, accompagner et soutenir. Parce que, au fait, ni Félix Tshisekedi, ni Vital Kamerhe et tous les autres opposants n'ont pas intérêt de voir les peuples congolais, les sangs du peuple congolais couler. Mais pourquoi ça va couler? Ils ne vont pas tirer sur le peuple. Pourquoi ça doit couler? Je vais arriver. Par contre, je voudrais dire qu'au 31 décembre, il ne se passera rien, parce que l'autorité de l'État va continuer à s'exercer un peu comme aujourd'hui, comme demain et comme chaque jour. Il ne se passera rien. En toute illégitimité, en toute illégalité, ce n'est pas ce que veut ce peuple. Par contre, je tiens et je profite de l'occasion que vous nous donnez pour annoncer quand même que au courant de ces mois de décembre, le groupe stratégique des jeunes pour le développement organise deux grandes manifestations. La première, elle sera le 23 décembre à la Fikine. La deuxième, c'est une grande marche que nous organisons le 31 décembre sur les manifestations publiques sont interdites. Hein, nous allons demander l'autorisation. On va vous le refuser, on connaît la réponse. Je vous dis, madame, quand vous n'avez pas demandé, vous pouvez non, pas dire pour ceux qui ont déjà eu à demander, on leur a refusé. Pourquoi on vous accorderait ce qu'on refuse aux autres? Parce que vous êtes proche du pouvoir, vous pensez que vous avez plus le droit que les autres? Si nous étions proches du pouvoir, nous n'allions pas demander. Nous n'avons qu'à se mettre dans la rue et marcher. Mais tout en sachant qu'on ne va pas vous les accorder, sinon les autres risquent de faire de même. Du pouvoir, nous avons l'obligation de pouvoir respecter les fonctionnements des choses. Et s'il faut demander l'autorisation, informer à l'autorité urbaine, nous allons le faire pour pouvoir avoir notre marche le 31 décembre sur les boulevards Lumumba, de la première rue Limité jusqu'au quartier 1 Ndjili. Nikki Haley, qui est l'ambassadeur des États-Unis,
aux Nations Unies, l'envoyé de Donald Trump, de passage à Kinshasa, a affirmé haut et fort qu'il faut qu'il y ait des élections en 2018, sinon la République démocratique du Congo ne serait plus une démocratie. Si c'est un souhait, bon, c'est toujours... Il faut, hein, c'est plus une injonction qu'un souhait. Hein. Ben, est-ce que Joseph Kabila ou la République démocratique du Congo a des injonctions à donner aux États-Unis, à faire à l'Afrique du Sud ou à un État? Je crois que non. Joseph Kabila et la République démocratique du Congo, appartenant aujourd'hui à ces mondes, peut émettre des avis, peut émettre des souhaits, peut émettre ses réflexions, mais ne peut pas dire il faut. Donc, Niki Haley, du moment où on met la main à la poche, on se permet beaucoup de choses. La RDC met aussi la main dans la poche pour l'Afrique, pour les Nations Unies. Vous n'allez pas me dire que la RDC n'a pas ses cotisations aux Nations Unies. Vous n'allez pas me dire que la RDC n'a pas ses cotisations à l'Union africaine. Ces cotisations, ça sert à quoi? Ces cotisations, ça sert à résoudre les problèmes du monde. La RDC y participe. Et maintenant, si vous dites à des proportions différentes, les tout, ça s'appelle cotisation. C'est normal. Dans les groupes stratégiques des jeunes pour le développement, tous nous ne cotisons pas de la même manière. Nous tenons compte du revenu de chacun. Mais cela ne veut pas dire que Niki Haley, imaginez madame, que le vice-premier ministre Léonard Chéo Kitundu, qui prenne son avion, qui se rende aux États-Unis, envoyé de Joseph Kabila, qu'il arrive devant Donald Trump pour dire « je suis porteur d'un message de Joseph Kabila » en disant qu'il n'est pas content parce qu'il y a 52 personnes qui sont mortes tout récemment à Las Vegas. Non. Personne ne lui a interdit, ils peuvent le faire. Hein, vous pensez que cela va faire un tollé médiatique dans la presse américaine pour dire oui, le président congolais d'ailleurs, il n'est pas d'accord, il a donné cette injonction-là. Mais il faut essayer, on peut le faire. Hein. Non, non, il y a des voies. C'est pas interdit même en relation internationale. Je tiens d'ailleurs à vous informer que l'arrivée de Niki Haley était programmée, l'arrivée de Niki Haley était connue et d'ailleurs c'est le gouvernement congolais qui l'a invité. C'est le gouvernement congolais qui l'a invité. Elle a eu des pourparlers avec le vice-premier ministre Chéo Kitundu à New York. Ces voyages étaient programmés. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas un événement en fait. Ce n'est pas un événement. Elle est venue comme diplomate des États-Unis en République démocratique du Congo. Elle a émis des avis de son gouvernement des États-Unis. Nous prenons ces avis. Il appartient maintenant au peuple congolais, derrière son président de la République, à pouvoir prendre les conseils des uns et des autres, un peu comme dernièrement le président Jacob Zuma était ici à Kinshasa, le président du Conseil de l'Union africaine était ici à Kinshasa, le président de la République Joseph Kabila s'est rendu dernièrement à l'investiture du président angolais. Vous sentez vous-même la mobilisation hein, de l'Afrique, du monde, rien que pour le Congo? C'est énorme. On n'a pas vu ça au Kenya, on n'a pas vu ça en Zambie, on n'a pas vu ça. Mais on voit qu'en RDC, c'est de dire que c'est un pays au cœur de l'Afrique. Et le ventre mou aussi. C'est un pays porteur. C'est le ventre mou de l'Afrique centrale aussi. C'est ça. C'est un pays porteur de l'espoir, pratiquement de l'Afrique. Ceci peut s'expliquer. Mais cela que nous, Congolais, nous devons prendre conscience de pouvoir s'élever derrière celui qui a été élu, celui qui bénéficie de la confiance de la majorité des Congolais, afin que son action puisse aller dans le sens de répondre justement davantage à nos problèmes. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire hier? Il peut faire encore beaucoup. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il 16 ans? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il peut faire en une année, en 2 ans, qu'il n'a pas pu faire en 16 ans ou en 10 ans? Nous préparer les meilleures élections. Non, il faut dire que les deux précédentes n'étaient vraiment pas bonnes. Hein? Les deux précédentes étaient chaotiques. Nous sommes toujours en quête de la perfection. Ce n'est pas parce que les élections de 2006 et de 2011 ont été acceptables à 75-80%, on va te dire, oui, c'est à 80%, c'est bon, on peut y aller. Non, pourquoi ne pas atteindre 95% pour les élections à venir? C'est à cela que nous travaillons. C'est ça que nous appelons meilleur. À partir du moment où nous pouvons
perfectionner des 10-15% par rapport aux élections précédentes, c'est cela, c'est déjà ça, les meilleures élections. Dadi Chiswaka, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot à cette jeunesse qui vous a suivi et qui vous suit. Comment faire pour adhérer dans votre groupe, votre siège, comment vous contacter pour essayer de partager avec vous vos idéaux. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. Les mots que je peux adresser à mes camarades jeunes, de l'intérieur du Congo, mais également de l'étranger, c'est que nous puissions faire confiance aux institutions de la République, mais aussi nous préparer pas seulement à être accompagnateurs de ceux qui, en fait, ne vont en réalité pas nous servir, mais plutôt être acteurs en nous appropriant le processus électoral pour être nous-mêmes électeurs, parce que nous sommes majoritairement électeurs. Allons vers nos amis jeunes pour pouvoir bénéficier des mandats électifs, afin de pouvoir changer les usages en République démocratique du Congo. Pour adhérer au GSJD, les groupes stratégiques des jeunes pour le développement, c'est simple. Il faut que tous les jeunes nous rejoignent au numéro 29 sur l'avenue Koto dans la commune de la Gombe, référence Sosimat ou Petit Pont. Ils peuvent venir là. C'est là que nous avons nos bureaux, nous contacter. Ou sinon, ils peuvent appeler au 085 711 34 24. Ou sinon, nous écrire à groupestratégique.gmail.com, nous adresser un courrier électronique. Nous allons répondre à cela. Et nous sommes tout à fait disposés à répondre à toutes leurs questions dans la dynamique d'accompagner les chefs de l'État. Le chef de l'État et un message par rapport à ceux qui redoutent déjà le 31 décembre, à cette jeunesse qui ne jure que par, voilà, en découdre d'ici la fin de cette année. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dis à cette jeunesse de ne pas se laisser prendre par des manipulateurs, par des gens qui sont durs la journée et qui sont tendres les soirs. La jeunesse que nous sommes, nous devons plutôt regarder et savoir où se trouve notre intérêt. Notre intérêt se trouve derrière celui qui veut nous amener à des meilleures élections, afin que nous puissions garantir la paix dans notre pays. Le 31 décembre sera comme tous les autres 31 décembre des années antérieures. Par contre, je les invite à rejoindre les groupes stratégiques des jeunes pour le développement pour cette grande marche de santé que nous allons organiser le 31 décembre sur les boulevards Lumumba, partant de la première limitée jusqu'à la commune d'Endjili. La jeunesse, c'est l'espoir de tout un pays. Préservons la paix, ne suivons pas tous ceux qui nous manipulent pour les intérêts, leurs propres intérêts, les intérêts égoïstes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On remercie également toute l'équipe qui vous a accompagné ce soir dans le cadre de cette émission. Nous remercions les téléspectateurs. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.